Tu peux faire une très bonne prod, l'envoyer à un artiste et même avoir un retour positif, mais pourtant après ça, il ne se passe rien. Pas de morceau, pas de sortie et même parfois plus aucune nouvelle. Et très vite pour toi, ça devient incompréhensible. Parce que si la prod elle était mauvaise, la réponse elle serait simple. Mais quand tu sais qu'elle est au niveau et que malgré ça rien ne se concrétise, tu te poses la question de qu'est-ce qui bloque vraiment. Est-ce que c'est le timing? Est-ce que c'est le réseau? Ou est-ce que c'est la chance? Ou est-ce que le problème vient pas d'ailleurs? Parce que dans la réalité, une prod n'est jamais choisie parce qu'elle est bonne. Elle est choisie parce qu'elle s'intègre dans un système précis, un système que la majorité des compositeurs ne voient pas. Et tant que tu comprends pas ce système, tu peux produire plus, tu peux produire mieux, sans jamais obtenir plus de résultats. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi certaines très bonnes prods ne deviennent jamais des morceaux. Et tu vas avoir un truc important, dans la majorité des cas, le problème ne vient même pas en soi des prods. Le problème, c'est la façon dont tu regardes tes prods. Toi, tu les écoutes comme un producteur. Tu fais attention au mix, tu fais attention au sound design, tu fais attention à la structure et tu te demandes si la prod elle est bien faite. Mais un artiste, lui, il fonctionne absolument jamais comme ça. Lui, il valide pas une prod. Il écoute la prod, il se met devant le micro et il essaye de voir s'il peut sortir quelque chose à partir de là. Et c'est là que probablement la majorité de tes prods disparaissent. C'est donc pas au moment de l'écoute, mais c'est plutôt au moment de l'utilisation de ta prod. Et ça, évidemment, personne n'en parle. Le premier problème, c'est que tu confonds deux choses qui n'ont rien à voir en réalité. Il y a d'un côté une très bonne prod, très bien réalisée, qui est impressionnante à écouter tellement elle est bonne. Et puis de l'autre côté, tu as une prod qui est faite pour être utilisée. Quand tu écoutes tes propres prods, tu es dans une posture passive. Tu laisses tourner, tu analyses s'il n'y a pas des détails dans ta prod que tu pourras améliorer, et puis tu apprécies ta prod. Sauf qu'un artiste, lui, quand il reçoit ta prod, il est dans une posture active. Quand il lance une prod, il ne cherche pas à l'apprécier. Il cherche à construire quelque chose sur cette prod. Il prend le micro, il écoute quelques secondes et il attend de voir s'il y a quelque chose qu'il arrive à sortir. Pas un truc réfléchi, pas un truc construit, quelque chose d'immédiat, d'instinctif, de naturel. Et c'est là que tu as beaucoup de prods qui échouent. Parce qu'au final, dans le contexte réel d'une session studio, elle ne déclenche rien. Et parfois, elle déclenche quand même quelque chose, mais c'est quelque chose de difficile. L'artiste doit chercher à se placer sur la prod, il doit modifier son flow pour que ça colle à ta production, il doit contourner certaines mélodies parce que les accords changent trop, parce que tu as une structuration et des arrangements qui ont trop de différences les uns avec les autres. Et donc en fait, il y a un travail pour l'artiste de simplifier mentalement tout ce qu'il doit faire pour que ça colle entre ce que lui veut faire sur ta prod et la prod en elle-même. Et ça a un coût. C'est un coût qui est invisible, mais c'est un coût qui est déterminant. Parce que si tu compares ça avec d'autres prods que cet artiste va recevoir, dès qu'il va la lancer, ça va sonner évident. Il trouve une direction immédiatement et il avance sans réfléchir en fait. Et évidemment, dans 99% des cas, c'est cette prod-là qu'il va garder parce que c'est celle qui lui permet de créer le plus facilement. Donc une règle fondamentale quand on voit des prods, c'est qu'un artiste il choisit jamais la meilleure prod, il choisit celle qui le fait avancer le plus vite. Le deuxième problème, c'est probablement la manière dont tu imagines la sélection de prod. Dans ta tête, le scénario il est simple. Tu envoies une prod, allez écouter et allez comparer à d'autres prods pour savoir sur quelle prod placer. Un peu comme s'il y avait une pile d'instrumentales et que l'artiste allait choisir la meilleure parmi cette pile d'instrumentales. Sauf que dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Ta prod, elle arrive jamais dans un espace vide où il n'y a rien à construire. Elle arrive dans un environnement qui est déjà en mouvement, où des morceaux sont en train de se faire, où des directions ont déjà été amorcées, voire même validées. Concrètement, ça veut dire que quand ta prod arrive, il y a déjà des débuts de morceaux, il y a déjà des top lines enregistrés, il y a même des démos, et surtout une direction artistique qui commence à se dessiner. Et ça, évidemment, ça change complètement la manière dont ta prod est perçue. Parce que toi, de ton point de vue, tu as l'impression avec ta prod d'envoyer une opportunité de créer. Sauf qu'en face, c'est pas du tout reçu de la même manière. En face, ta prod, elle arrive comme quelque chose qui vient potentiellement remettre en cause tout ce qui a déjà été créé, tout le processus qui a déjà été amorcé, par exemple pour un projet. Donc la vraie question pour l'artiste, ce sera jamais de se dire est-ce que cette prod est bonne? Ça va plutôt être est-ce que ça vaut le coup d'abandonner ce qu'on est déjà en train de construire? Et là évidemment, tu comprends pourquoi c'est beaucoup plus dur de placer. Et il faut aussi que tu comprennes qu'un morceau déjà commencé, même s'il est imparfait et qu'il est en cours de création, il a déjà une énorme valeur pour un artiste. Il a déjà une émotion, une intention et parfois même un début d'histoire. Et tout ça pour un artiste, évidemment, ça pèse dans la balance. Donc ta prod, elle doit pas juste être la meilleure des prods, elle doit justifier pour l'artiste de trouver ça légitime de repartir de zéro entre guillemets. Et c'est pour ça que tu peux envoyer des prods qui sont plus propres, plus aboutis, mieux travaillés, mais qui ne donnent jamais rien en final. Parce que quand tu envoies des prods, tu te bats pas contre d'autres prods, tu te bats contre des idées qui sont déjà existantes et qui demandent à être remises en cause pour pouvoir être dégagées et pour que tu prennes leur place. Et ça, évidemment, c'est un combat complètement différent. D'ailleurs, si ce que je viens de te décrire te parle et que tu fais des prods solides sans que ça se transforme derrière,
c'est généralement pas un problème de niveau, c'est plutôt un problème de trajectoire. Donc si tu as envie d'en savoir plus sur la trajectoire et que tu as envie qu'on en parle ensemble, je te laisse un lien en bio. Maintenant, il y a un autre point que la plupart des compositeurs ne voient jamais parce qu'ils n'y ont pas accès. C'est le parcours réel d'une prod. Quand tu envoies une prod, tu imagines qu'elle est directement envoyée à l'artiste, qu'il écoute la prod et qu'il la sélectionne ou non. Sauf que dans la majorité des cas, c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Très généralement, ta prod, elle va passer par des intermédiaires. Alors ça peut être un manager, un directeur artistique, un ingé son, un producteur, un réal, ça peut être plein de personnes. Sauf que chacun de ces intermédiaires devient un point de validation. Ce qui veut dire que ta prod, en général, pour arriver jusqu'à l'artiste, elle doit convaincre plusieurs personnes. Et évidemment, toutes ces personnes n'ont pas forcément les mêmes attentes et ne regardent pas et n'écoutent pas ta prod de la même manière. Un manager, en écoutant les prods, il va inconsciemment penser stratégie et image. Un ingé son, il va plutôt penser en facilité de travail et de rendu. Et un DA, lui, il va plutôt penser cohérence globale du projet. Donc si ta prod ne répond pas à ces différentes logiques, elle peut être écartée avant même d'arriver à l'artiste. Et donc en fait, quand tu vois ça de l'intérieur, tu te rends compte que tu as beaucoup de prods qui n'arrivent jamais jusqu'à l'artiste. Elles passent pas les filtres avant. Et parfois, même quand elles passent ces filtres-là, elles ne sont pas placées. Parce qu'à partir de là seulement, on rentre dans le processus de création. On peut travailler sur ta prod, c'est-à-dire on va tester en studio différentes approches sur la prod, on va essayer de faire un son dessus. Elle peut être retenue et donc considérée comme sérieuse pour le projet. Ensuite, il faut qu'elle soit validée pour être vraiment intégrée au projet. Et enfin, potentiellement, à ce moment-là, elle peut sortir. Sauf que évidemment, entre chacune de ces étapes, il y a des prods qui se perdent. Il y a des morceaux qui sont travaillés pendant plusieurs sessions et puis qui sont abandonnés. Parfois, tu vas avoir un son qui va être retenu et au final, l'artiste, dans le même délire, va trouver quelque chose de plus pertinent et donc le son que tu as fait avec lui, il va dégager. Et des fois, ça arrive même que ce soit validé, mixé, qu'on ait commencé à parler de contrat et qu'au final, pour XY raison, l'artiste la sent plus ou le DA la sent plus et boum, ça sort du projet. Et ça, évidemment, c'est parce qu'un projet, ça évolue, parce que les directions aussi d'un projet peuvent évoluer pendant sa création et que soit les intérêts, soit les envies changent au cours du processus. Donc si on résume bien, t'essayes pas juste de faire écouter ta prod. Tu essayes de la faire survivre dans un système instable avec plusieurs niveaux de décision. Et ça change complètement ta stratégie. Parce que soit tu restes à l'extérieur de ce système et tu le subis, soit tu essayes de l'intégrer. Et on va dire qu'il y a deux approches. La première approche, la plus simple, ça va évidemment être d'avoir un accès direct à l'artiste. C'est-à-dire, t'envoies direct à l'artiste et il écoute directement sans passer par plein de filtres. Comme ça, c'est lui qui prend directement la décision. Sinon, il faut que tu passes par les intermédiaires. Mais il faut que tu sois stratégique dans ta manière de passer par les intermédiaires. Prenons par exemple l'ingé son qui s'occupe de l'artiste en studio. Si tu développes une relation avec lui, si tu lui envoies des prods et si tu lui donnes un intérêt à pousser tes prods, là il devient un vrai relais. Et typiquement, si tu essayes de te rapprocher de l'ingé son de tel ou tel artiste, ce que tu peux faire, c'est de l'intégrer dans ton système. Par exemple en lui proposant un deal. Et un deal, ça peut être, bon voilà, à chaque fois qu'avec tel artiste avec lequel tu travailles, j'ai une prod qui sort en passant par toi, tu prends une partie de mon publishing. Parce que certes, ok, tu perds du publishing, mais à partir de là, cet ingé son, quand il passe tes prods, il n'est pas en train de les filtrer, il est en train de les défendre. Et c'est à ce moment-là, enfin, que tu passes d'une logique où tu subis le système à une logique où tu intègres le système et où le système joue pour toi. En fait, il faut que tu comprennes à travers ça que un projet musical, c'est une construction, c'est pas juste une accumulation de morceaux. Un projet, souvent, ça a une direction, ça a une identité, ça a un univers. Et chaque morceau a pour but de venir remplir un rôle précis dans cet univers. Donc ce qui est important pour toi à retenir, c'est que tu apporteras quelque chose avec une prod là où il y aura un manque dans un projet. Sinon, ta prod risque forcément d'être mise au second plan. Et ça, même si elle est forte, même si elle est appréciée, même si techniquement c'est génial, et même si artistiquement, purement parlant, tout le monde prend une claque au studio. Donc si on résume, si tu comprends pas pourquoi tes meilleures prods elles ne placent pas, c'est pas parce qu'elles ne sont pas excellentes. Elles le sont probablement même. Mais c'est parce qu'elles ne sont pas prioritaires dans le processus des artistes vers lesquels tu vas. Et tu peux continuer comme ça encore longtemps. Tu peux faire de meilleures prods et tester de nouvelles directions. Mais si tu changes rien à ta manière de construire, il n'y a absolument rien qui va changer dans ta carrière. Et c'est vraiment à cet endroit-là que la majorité des compositeurs se trompent. Ils pensent qu'il leur manque du niveau, du réseau ou des opportunités. Alors qu'en fait, il leur manque une trajectoire. Il leur faut une direction claire, une logique, une stratégie et une exécution. Et c'est ce que je m'occupe de faire avec les compositeurs que j'accompagne. Donc si tu te reconnais à travers ce que j'ai dit dans cette vidéo, je te laisse un lien en description qui te permet d'aller voir ce que c'est que l'architecture de trajectoire. C'est une page sur laquelle tu vas retrouver toutes les infos et tu auras même une vidéo dans laquelle je vais bien t'expliquer ça en détail. Et dans cette vidéo, je te donnerai une solution qui me semble pertinente pour pouvoir t'aider à régler ce problème. Sinon, n'oublie pas de commenter, de liker,
de t'abonner en activant la petite cloche. Moi, ça me donne un indicateur de si ce contenu a été pertinent pour toi, si tu l'as bien aimé et s'il faut que je continue à en faire. Et donc, évidemment, ça me motive à en faire plus si je vois que j'ai pas mal de retours là-dessus me disant que c'est une bonne vidéo. En attendant, je te souhaite que ça avance à fond et on se dit à la prochaine.